Togo Info, le Togo à votre portée. Nous sommes donc au débat sur l'actualité sociopolitique du pays. Je suis Métropolis Lomé, la 427.1. Nous recevons pour vous Germain Pouli, directeur de publication au journal Togo Réveil. Germain Pouli, bonjour. Bonjour Elie, bonjour à tous les auditeurs de Métropolis. En attendant donc notre deuxième invité, Germain Pouli, vous suivez de près l'actualité sociopolitique très dense au Togo ces derniers jours. On parle de l'élection, abondamment de l'élection, des maires. Et ce que retiennent les Togolais aujourd'hui, c'est que l'UNIR, le parti au pouvoir, qui a raflé presque tous les sièges de conseils municipaux, a pu s'ouvrir à l'opposition. L'opposition a des maires, malgré le fait que ce pouvoir, le parti au pouvoir, ait raflé tous les sièges. Il y a une certaine ouverture du parti au pouvoir à cette opposition. Comment comprendre cette ouverture et comment analyser de façon générale l'élection des maires issus de l'opposition? Oui, je crois que c'est la plus grande leçon. Nous allons revenir là-dessus dans notre parution de demain. C'est le partage du pouvoir par le vainqueur donc, de cette élection-là. Donc on sait que UNIR a raflé la plupart des postes de conseils municipaux donc à travers le pays. Et si l'élection devrait se faire de façon mécanique, les partis de l'opposition auraient eu d'énormes difficultés donc, pour avoir des maires, adjoints et pour avoir même des places dans des bureaux. Et on sait aussi qu'il y a une vague d'indépendants qui ont émergé au cours de ces locales-là. Et ces indépendants, comme on le dit, sont indépendants. Ils ne sont pas de l'opposition, sinon ils devaient aller sous la bannière des coalitions ou des partis de l'opposition. Ils ne sont pas non plus du pouvoir, mais on peut imaginer que c'est des gens qui peuvent beaucoup plus collaborer avec le pouvoir. Mais UNIR a fait en sorte que les partis de l'opposition, en tout cas les plus importants, puissent donc avoir quelques maires dans certaines communes, ce qui est une bonne chose. Et ce partage du pouvoir, je pense, n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé avec une grande expression en 2010, avec l'accord RPT-UFC. Donc RPT à l'époque a choisi le plus important parti de l'opposition, qui était l'UFC. Et c'est un accord, on ne le dit pas assez, mais c'est un accord qui avait été négocié par des gens comme Patrick Larsson, Jean-Pierre Fabre et autres. Jean-Pierre Fabre également. Qui était dans un comité qui a travaillé avec les représentants du pouvoir. Et même c'est Gilles-Christ Olympieux qui traînait donc pour signer cet accord. Et nous avions publié il y a quelques années une lettre de Patrick Larsson qui disait à Gilles-Christ Olympieux à l'époque de vite venir signer l'accord de partage du pouvoir parce que les gens avaient faim au sein du parti. Il n'a pas dit ça en ces termes, mais il dit les gens étaient fatigués de gérer le verbe et que certains étaient en train de partir, de quitter l'UFC pour regagner UNIR qui était le camp présidentiel. Et je pense que la difficulté à l'époque, c'est que Gilles-Christ voulait nommer des gens venus aussi venus de France, comme on les appelait, les Eric Amerdien et tout cela. Et les postes étaient partagés. Nous avions publié 7 portefeuilles ministériels qui devaient revenir à l'UFC à l'époque. Jean-Pierre Fabre devait occuper à l'époque le poste de ministre de l'administration territoriale. Donc nous avions un peu les termes de ces accords-là. Et ces gens qui ont travaillé pour cet accord, finalement, ont dit non, nous n'y allons pas. Et ont joué leurs cartes. C'est vrai, on est en politique. Et il y a eu cette aventure de 2010 et du FRAC, où Gilles-Christ Olympieux a décidé de renvoyer l'ascenseur à Jean-Pierre Fabre. Donc, pour que le FRAC soutienne sa candidature, ce que l'UFC n'a pas accepté. Et donc, après cette élection-là, c'était un FRAC beaucoup plus mené par Guerrero Kodjo, qui a mené la contestation. Et donc, du coup, on n'a pas pu arriver à ce partage du pouvoir comme le souhaitait le président de la République à l'époque. Donc, Gilles-Christ a été présenté comme quelqu'un qui a été vendu. Donc, il est allé à la mangeoire, comme on le dit. Et 9 ans plus tard, ces mêmes personnes
qui ont livré Gilles Cruz font exactement ce qu'ils avaient participé à faire en 2000, de 2008 à 2010, et qu'ils ont finalement, parce qu'après la législative de août 2007, l'UFC avait compris qu'il n'était pas le plus important parti du Togo, parce que le RPT à l'époque avait remporté, et c'est avec le quart que l'UFC pouvait remporter. Mais à la présidentielle, les donnes sont toujours différentes. Donc après les législatives, l'UFC ne disait plus nous sommes le plus grand parti du pays, ils disent nous sommes le plus grand parti de l'opposition à l'époque. Et donc le président voulait travailler avec la principale force, mais certains collaborateurs donc de Gilles Christ-Olympio avec à leur tête Jean-Pierre Fabre, peut-être ont joué une bonne carte parce qu'ils voulaient aussi diriger un parti, voulaient être leader, ce qui est arrivé finalement. Donc finalement l'UFC qui a signé l'accord avec le RPT n'est pas l'UFC entière, c'est une partie, puisque Gilles Christ a eu d'énormes difficultés et a envoyé des ministres dans ce gouvernement. On a vu l'arrivée de Dimoré et d'un certain nombre de ministres qui ne plaisaient pas, alors que l'UFC à l'époque avait des cadres. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne partie des cadres qui sont restés et qui ont créé l'ANC, qui finalement est devenu aussi le plus grand parti de l'opposition, même si dans les faits il n'est pas aussi puissant que l'était l'UFC avant, donc en 2010. Et quand on prend l'ANC et l'UFC, donc après 2010 et 2013, les deux réunis n'ont plus la force que l'UFC d'avant avait. Parce que quand on prend le nombre de députés qu'ils avaient, donc avant 2007, l'UFC avait 27 députés. Et donc après 2013, l'UFC et l'ANC n'ont plus 27 députés à eux deux réunis, alors que le nombre de députés est passé de 81 à 91. Donc ça veut dire que c'est un parti, même divisé, quand on prend les deux composantes, ça n'a pas marché, ça a affaibli l'opposition. Donc 9 ans après, et aujourd'hui, c'est l'ANC, en tant que leader de l'opposition, qui ne l'est plus depuis les législatives donc, du 20 décembre, parce qu'on n'a plus part à ces élections-là, et non plus donc, garder ce statut-là. Mais en attendant, c'est l'ANC qui, aujourd'hui, au sortir des municipales, sort quand même le plus grand parti, même si on dit que la C14 a eu plus de conseillers élus. Il faut reconnaître que la C14, c'est plusieurs partis politiques, alors que l'ANC est allé pour la première fois seule à une élection. Donc depuis sa création il y a 9 ans, l'ANC participe à sa première élection. Jean-Pierre s'en réjouit d'ailleurs, hier il a exprimé. Oui, c'était une bonne chose, mais nous sommes aussi arrivés au même problème, puisque finalement, sortie des législatives de 2013, il y avait eu des problèmes de répartition parce que c'était une liste CST qui était allée et conduite par l'ANC, notamment dans le Grand Lomé, avec Obu à l'époque d'Abuemo Kodjo avec le PSR. L'ANC n'avait pas voulu leur donner les sièges, donc dans le Grand Lomé. On a assisté un peu à la même chose au niveau des municipales, même s'il n'y avait pas eu de coalition entre l'ANC et un certain nombre de partis. Aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre, qui n'avait pas l'habitude d'aller à des cérémonies officielles, qui n'avait pas l'habitude de serrer la main publiquement aux gens du pouvoir, on l'a vu, dès le lendemain des locales, il était à des fêtes traditionnelles, où, avec le Premier ministre, avec des gens du gouvernement, ils avaient des liens amicaux, ce qui est une bonne chose. Donc, je pense que c'était la période des négociations. La période des négociations, vous dites, l'Union des forces de changement a eu à négocier ou à signer un accord de façon ouverte et officielle avec le parti au pouvoir le 6 mai 2010. Aujourd'hui, l'ANC n'est pas rentrée dans un accord officiel. C'est des UDIR qui disent qu'il y a eu une certaine alliance. Non, il n'y a pas d'accord officiel. Parce que vous savez, les gens entre le pouvoir et l'opposition se rencontrent pas de manière formelle et médiatisée. Et je vous dis qu'après la feuille de route de la CEDEAO, le pouvoir et l'opposition se sont rencontrés sans que ces rencontres-là soient médiatisées pour travailler sur la mise en œuvre de cette feuille de route. Donc, pour la répartition donc, au niveau des mairies, tous ces partis qui ont été élus dans les communes sont bien obligés de se concerter
C'est tout à fait... De négocier avec le parti au pouvoir? Je ne dirais pas de négocier, mais de négocier entre tous. C'est-à-dire tous. Maintenant, il se révèle que le parti au pouvoir a celui-là qui distribue toutes les cartes, parce que c'est celui-là qui a plus de conseillers municipaux. Et Germain, voulez-vous vous parler de partage de pouvoir, partage du pouvoir par le parti au pouvoir, par l'UNIR, mais donc on parle d'une stratégie d'absorption de l'opposition. Non, pas de... Oui, bon, en réalité, c'est l'opposition qui a toujours présenté les choses comme ça. Vous savez, nous sommes dans un grand pays démocratique comme le Sénégal. Abdoulaye Wade a été ministre d'Abdou Diouf quand il était de l'opposition, voire même Premier ministre. Ça ne l'a pas empêché après d'aller aux élections, de remporter. Alors, on n'a pas dit, ben, comme vous êtes dans un gouvernement d'ouverture, donc vous n'êtes plus opposant. Mais ici au Togo, quand vous collaborez avec le pouvoir, les gens vous disent « Ah, c'est un collaborateur du pouvoir ». On vous dit « Vous êtes un traître président ». Au sein des militants de l'opposition, c'est mal perçu. Et ceux qui ont joué à ce jeu, qui ont détruit des partis comme l'UTD d'Empojo à l'époque, qui ont fini par tuer le PDA, qui ont tué après la CDPA, qui ont tué l'IFC, aujourd'hui ils prennent le coup. Parce que les gens ne supportent pas que ceux-là qui livraient les autres aujourd'hui collaborent avec les mêmes qu'ils dénonçaient. Et donc, ils prennent le coup. Mais j'espère que ça va être une leçon, parce que la grande leçon a été celle de 2010 avec l'accord avec le UFC, parce qu'aucun Togolais n'avait imaginé que celui-là, qui prenait des armes contre Yadema à l'époque, qui est Gilles Christ, qui est le plus important opposant au Togo, le plus connu en tout cas à travers le monde, accepte de signer un accord. Donc depuis ce temps-là, les gens ont compris que tout est possible en politique. Et donc ce qui se passe aujourd'hui avec l'ANC, à mon avis, ne doit pas se prendre, parce que l'ANC n'est pas aussi forte que l'UFC, Jean-Pierre Fabre n'est pas aussi fort que Gilles Christ, que Jean-Pierre Fabre travaille avec le pouvoir comme Gilles Christ le fait aujourd'hui avec le pouvoir. Ça ne gêne pas. Mais après, il faut avoir des idées à vendre. C'est parce qu'il n'y a pas d'idée. C'est pour ça que les partis oui, Germain Pauline, nous sommes rejoints par Massavi Carmel, je le disais tout à l'heure. Massavi Carmel, il est journaliste, analyste politique, il est de Tribune d'Afrique, il est également journaliste à Stratégie, Africa Stratégie France. Massavi Carmel, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de revenir après si longtemps. J'ai bien envie de répondre rapidement. Le contexte que place. Oui, très rapidement. J'aimerais pour lui parler d'un partage de pouvoir. Non, il n'y a pas de partage de pouvoir. D'abord, le contexte que place Germain Pauline, selon lequel des opposants auraient travaillé avec des majorités, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, et après ils ont pris le pouvoir. C'est n'importe quoi. Le contexte est très très différent. Dans le contexte il n'y a aucune volonté du pouvoir de partager, d'ouvrir. Le seul gouvernement de l'Union nationale qu'on a connu véritablement depuis l'événement de Florian Simbe, c'est celui que Agbouibo a dirigé. On a vu comment ça a été extrêmement compliqué. Et donc, c'est la mauvaise foi obstinée, la mauvaise foi cruelle au sommet de l'État qui catastrophie tout. C'est très très différent. Dans un contexte comme ça, il est impossible pour l'opposition de faire la moindre concession. Et quand on collabore, on est collaborateur. Il n'y a pas un autre mot en dictionnaire. Il doit avoir un dictionnaire ici. Quand on collabore, on est collaborateur. Et donc, quand on collabore avec un pouvoir, on est collaborateur. Et quand on collabore avec Florian Simbe, on est collaborateur. Ça, c'est clair. Donc, dans les contextes actuels que nous avons au Togo, ce n'est pas possible. Pour les élections, puisque pourquoi ce n'est pas possible? Parce que le pouvoir est fondamentalement de mauvaise foi. Pour qu'on puisse rester ensemble, toi et moi, pour travailler ensemble, il faut qu'il y ait un minimum de confiance. Cette confiance n'existe pas, non pas parce que l'opposition ne veut pas. Je pense qu'elle aurait voulu depuis très fort longtemps, mais parce que à chaque fois qu'il y a une tentative de négociation, on sent une obstination au niveau du pouvoir, vouloir tout s'arracher. On l'a vu lors des locales, puisque vous en parliez. Et dans le cas des locales, on parle de collaboration. Non, il n'y a pas eu de collaboration. Mais il y a une certaine ouverture quand même du pouvoir. Non, pour qu'il y ait une certaine ouverture. Franchement, je sais pas ce que vous appelez ouverture. Il y a 1500 conseillers municipaux grâce à la fraude et aux irrégularités. Moi, j'étais sur le terrain. Ils ont eu près d'un millier. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez collaboration. Et dans l'élection des maires, on a vu quelle a été la stratégie de Florian Simbe et de son parti. La stratégie, c'était de prendre sur 116, de prendre au moins 90. C'est une folie. Parce qu'ils ont l'exécutif. Donc, 30 ou 40 ministres, je ne sais plus combien. On a 80 députés. Ils ont tous avec leur parti cousin. Et puis, pour le développement à la base, où les gens doivent être là par leurs compétences, par leur popularité, par l'acception, par leur population, ils ont envahi un amenade de UNIR aurait voulu prendre toutes les mairies du Togo au regard des résultats. Non, UNIR ne pouvait pas.
partout uni. Il n'a fait aucune concession. Hein. Il n'y a nulle part. Il n'y a aucune commune où unie est majoritaire et a laissé. Hein. Il n'y a pas une seule commune sur le territoire. Donc, mais dans certaines communes, les élus du parti uni n'ont pas postulé au poste de maire. Oui, s'ils n'ont pas postulé parce qu'ils n'ont pas la majorité pour gagner, ça se comprend. Quand on n'a pas la majorité pour gagner, on ne postule pas. Et il y a des communes où ils ont postulé en ayant la minorité qu'ils ont eue. On a vu comment l'opposition bien soudée a pu les débouter. Non, uni, il n'y a pas la moindre bonne foi. Et quand il cède, c'est parce qu'il n'a pas de choix. Céder la force d'un uni, c'est une nécessité. Ça n'a jamais été une volonté, ça n'a jamais été animé d'une quelconque idée positive. Et ça, c'est clair. Et regardez un tout petit peu ce qu'on a vu à Lomé, où dans une commune comme Golf 4, la stratégie de l'UNI a non seulement été de tout faire pour empêcher Jean-Pierre Fabre d'être élu, mais de débaucher des conseillers municipaux de l'opposition. Heureusement, ça n'a pas marché. Et globalement, dans les communes où vous avez constaté que C14 ou ANC aurait pu ou aurait voté, puisque les votes sont secrets au Togo, aurait voté pour le parti au pouvoir, ce n'est pas qu'il y a eu une collaboration. Il n'y a eu aucune concertation préalable, une discussion claire pour se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Il y a eu des contestes qui n'ont pas été maîtrisés. Et il faut tenir compte de quelque chose, c'est que la plupart des conseillers municipaux, puisque les partis d'opposition, pendant 50 ans où ils ont été asphyxiés économiquement et sur tous les autres plans, n'ont plus les moyens. Et ils ont fait appel à de jeunes transitaires, à de jeunes cadres dans les villages qui n'étaient pas militants à la base. Et donc c'est difficile quand vous prenez un transitaire qui n'a jamais milité et vous le mettez et par hasard il est élu, c'est difficile de lui donner des consignes qui soient respectées. Donc il y a eu une sorte de dérobation Parce que vous avez suivi quand même l'élément sonore qui a circulé sur les réseaux sociaux où on a écouté bien belle la voix de Madame Brigitte Diamabo qui disait d'ailleurs que Jean-Pierre Fabre a eu à rencontrer le Premier ministre. Et hier, à la conférence de presse de l'ANC, Jean-Pierre Fabre a avoué quand même avoir été contacté par le Premier ministre. Il y a eu des contacts. Les contacts ne datent pas d'hier. Les contacts entre l'opposition et le pouvoir, des contacts pas formels, bien sûr, des contacts de niveau relativement élevé, datent depuis que le Togo est Togo. Donc il y a des contacts. Après, chacun l'instrumentalise. On a vu un peu ce que les médias proches du pouvoir en ont fait. On a vu l'obstination de Jean-Pierre Fabre à ne pas donner plus de précisions sur les échanges qu'il y a eu avec le Premier ministre. Pour les informations que moi j'ai juste là, il n'y a pas eu de rencontre entre Classou et Fabre. Il n'y a eu aucune rencontre comme ça. Et pourtant, c'est ce qu'on a tendance à faire croire de l'autre côté. Mais il y a eu des coups de fil et des coups de fil entre des gens qui ont envie de servir le pays et qui ont envie de sortir. Même pas ce qui est dit depuis 50 ans, c'est acceptable, c'est raisonnable, c'est le minimum qu'on puisse faire. Germain Pouli, vous parlez de partage de pouvoir. Massali Kamel pense que ce n'est pas du tout un partage de pouvoir, c'est de l'absorption, c'est une stratégie de destruction de toute l'opposition. Non, je crois que Max Carmel est resté dans le piège du jeu que l'opposition. Dans le piège du jeu de l'opposition. Que l'opposition même a installé. C'est-à-dire que l'opposition donne l'impression de ne pas dialoguer avec les gens du pouvoir. Et je vous dis, quand les opposants voyagent, ils savent qui appeler pour avoir rapidement leur passeport, pas comme les autres citoyens, et partir. Quand ils sont malades, ils savent qui les soigne. Certains, les loyers sont payés. Je ne vais pas dire des trucs. C'est-à-dire qu'on a fait croire... Non, j'arrive. Toutes sont vraies. Non, j'arrive. On a fait croire aux gens pendant longtemps que l'opposition, le pouvoir, le dialogue. Moi, je viens de dire quelque chose qui est très important. Je vous dis, au lendemain de la feuille de route de la CEDEAO, l'opposition et le pouvoir se sont rencontrés. Tous les partis. Oui, je vous le dis que ça a été, mais ça n'a jamais été médiatisé. Il n'y a jamais eu un dialogue après la feuille de route. Et pourtant, ça a été fait. Donc, il y a des rencontres qui se font. Donc, qu'on dise qu'ils disent que Jean-Pierre Fabre n'a pas rencontré le Premier ministre, M. Plan, et même si Jean-Pierre Fabre l'a rencontré, où est le problème? D'ailleurs, où est le problème? Il n'y en a pas. Ben voilà. Donc, c'est nous qui en faisons un problème. C'est-à-dire qu'on donne l'impression que Jean-Pierre Fabre qui rentre. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec Gilles Cuisse. Et les gens sont en train de payer. Parce que Jean-Pierre Fabre a bel et bien rencontré le Premier ministre, ce qui, à mon avis, n'est pas un péché parce que, contrairement à ce que Marx dit, dans le cadre des locales, les gens sont bien obligés de travailler ensemble. Parce qu'il y a un conseil municipal dans lequel ils sont ensemble. Et ils travaillent pour leur communauté. Donc, des gens qui ne peuvent pas se parler d'habitude sont obligés de se parler, pas seulement de se parler, mais de prendre de grandes décisions ensemble. Et pas seulement de prendre de grandes décisions ensemble, de les faire appliquer parce qu'ils sont comptables devant les populations qui les ont élus.
Ça, c'est l'apprentissage du pouvoir. Ça veut dire que depuis longtemps, ce que l'opposition n'a pas réussi à faire dans le dialogue, elle est en train de réussir à l'occasion des locales. Quand il disait que le pouvoir n'est pas de bonne foi, que quand quelqu'un gagne des élections, il ouvre le gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement d'union. Il a bien fait de dire le seul gouvernement d'union. Il parle d'Agouébois. Là encore, il se trompe parce que l'UFC n'était pas dans ce gouvernement. Et l'UFC... J'arrive. Mais oui, et l'UFC, s'il te plaît, Max, je t'écoutais quand tu parlais. Et l'UFC était le plus important parti qui n'était pas dans ce gouvernement. Donc, l'union, quand le plus important parti de l'opposition n'y est pas. Donc, moi, je pense que ce n'était pas un vrai gouvernement d'union, mais l'UFC était libre de ne pas y faire partie. Il l'a fait pour dire que le CAR était collaborateur du pouvoir. On a vu les résultats du CAR en août 2007. Le CAR a été laminé. Ça a tué le CAR. Parce qu'on a dit, ben voilà, ils ont eu le premier ministre. Législatif d'octobre 2007. Oui, d'octobre plutôt. Donc, il est avec le pouvoir, il bouffe aujourd'hui. Donc, il n'est plus opposant. Et donc, le CAR a perdu des plumes. Donc ça, en 2010, Gilles Christ n'est plus opposant. Il a signé un accord avec le RPT. Aujourd'hui, Fabre n'est plus opposant parce qu'il a traité avec le Premier ministre. Je crois que tout ça doit s'arrêter. Le pouvoir, quand vous gagnez une élection, vous dirigez. Mais vous pouvez ouvrir. Ce n'est pas un gouvernement d'union dans ce cas-là. C'est un gouvernement d'ouverture. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas un gouvernement d'union. Même l'accord FST-UFC, ce n'est pas un gouvernement d'union. Le gouvernement a été ouvert à l'UFC sur la base d'un accord. Ce n'est pas un gouvernement d'union, ce n'est qu'un gouvernement d'ouverture. Il faut faire la nuance. Et puis quand il dit que le pouvoir n'est pas de bonne foi, je crois que déjà l'opposition elle-même n'arrive même pas à s'entendre, se réunir pour avoir une plateforme commune. Ça n'a jamais été fait depuis le FRAC. Ça a été créé le lendemain, c'est Agouémo qui sort, il n'est plus dans le FRAC, CST, on a vu, tous ces 14, on a vu. Des gens qui ne peuvent même pas s'entendre entre eux, est-ce qu'ils peuvent s'entendre, eux et le gouvernement? Ce n'est pas possible. Donc, je crois que vous dites que c'est pas... Mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les gens sont obligés de dialoguer. Et parce qu'ils ont pris l'habitude de dire aux gens, nous, on ne dialogue pas avec les ennemis. Nous, on ne dialogue pas avec les gens là. Alors que depuis longtemps, vous l'avez dit, que depuis que le Togo existe, ces gens et les gens du pouvoir se rencontrent, le fin d'année, les caisses de champagne et tout ça, on ne va pas dire tout ça aujourd'hui. Et donc, on ne va pas le dire aujourd'hui, mais les populations ont cru. Et ça commence avec Gilles Christ, je le disais, parce qu'ils ont été très traumatisés par cet accord, parce qu'ils imaginaient que Gilles Christ, l'Olympio, c'est le monsieur qui ne peut jamais serrer la main à un Yassimbe. Et quand ça a été fait, vous constatez un peu les dégâts. Et les Jean-Pierre Fabre qui ont fait jeter le sable à Gilles Christ Olympio, aujourd'hui, ils ont tenté d'adopter cette posture-là en jouant au radicalisme. Mais vous êtes élu, vous avez besoin des autres partis pour être maire. Vous êtes coincé, vous faites comment? Vous êtes obligé d'aller voir le Premier ministre. Et là où on parle dans le Golfe 5 où il y a des problèmes, mais la C14 a eu au moins le poste de maire adjoint parce qu'elle a négocié ce poste. Et tout ce négocier, c'est normal, c'est un consensus, puisque vous êtes obligé de diriger. Si vous voulez faire le vote mécanique, quand on prend les indépendants et unir, l'opposition n'aura pas de maire. Parce que ces indépendants, s'ils étaient véritablement de l'opposition, véritablement d'unir, ils ne seraient pas indépendants. Donc ils sont indépendants, ils suivent leurs intérêts. Et si on doit jouer à cela, un vote mécanique, donc il y a une concertation dans toutes les communes où l'opposition était en difficulté pour avoir quelques postes de responsabilité et unir à faire des concessions, à partager. Et ce qui est une bonne chose, parce que si unir avait une trop grande majorité des maires, ça veut dire que vous faites le développement au niveau central, vous avez le pouvoir, et au niveau local encore. Mais non, les maires de l'opposition sont élus, ils vont faire leur... La grande majorité revient au parti au pouvoir. Non, non, peu importe, mais là où ils sont élus quand même, ils vont... des communes non, peu importe, là où les maires de l'opposition sont élus, il faut qu'ils fassent un travail pour qu'on sache, ah, ben s'ils arrivent au pouvoir demain, ce qu'ils ont fait dans leur commune, ils peuvent le faire sur le plan national. Donc c'est une bonne chose. Moi, je ne crois pas que ces consensus-là, ces négociations-là sont à condamner. Ça fait partie du jeu des élections locales. Ça fait partie du jeu des élections locales. Et aujourd'hui, je crois que ça permet, je le disais avant l'arrivée de Max, on n'avait jamais vu Jean-Pierre Fabre à des fêtes officielles avec les premiers ministres et les ministres. Il ne les saluait pas. Mais à la dernière fois, quand Edom Dadi a organisé la fête de la communauté, il y était. Pourquoi? Parce qu'il se dit, j'ai besoin de ceux-là si je veux être maire. Et je crois qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Donc même par rapport à la présidentielle,
C'est ce qu'il faut faire. On a vu un peu le cas en RDC. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas un parti satellite du parti au pouvoir, mais c'est bien un opposant. Et comment il est arrivé? Parce qu'il a été tout simplement stratégique. Massari Carmel, l'une des exigences en politique, c'est le compromis. Est-ce que vous pensez que l'accord signé par l'UFC avec le RPT s'inscrit dans la même démarche qu'observe l'ANC aujourd'hui? Est-ce qu'on peut les inscrire dans le même registre? Non, ce n'est pas comparable du tout parce que l'UFC, c'était différent. Il y a eu des discussions directes. Il y a eu un accord écrit entre Chikris Olympio et Swazina Nsimbe. Donc c'était vraiment beaucoup plus formel et c'était au plus haut niveau avec tout ce que cela d'officiel. Dans le cas de l'ANC, il n'y a pas de... Il y a eu des contacts comme il en a toujours. Après ça, il n'y a pas plus que ça. Et donc assimiler les deux, ça n'a rien à voir. Je voudrais aussi dire que cette histoire d'union de l'opposition, il n'y a nulle part en Afrique où ça existe. Il n'y a nulle part dans le monde. Moi, je ne connais aucun pays du monde où l'opposition est unie. L'opposition peut être stratégiquement unie sur un combat commun. On l'a vu en 2017 avec le PNP, l'ANC, la CDPA qui se sont tous retrouvés dans la C14. Et on a vu ce que ça a donné en termes de manifestations et d'effets. Mais après, chacun reprend son chemin. Je trouve que c'est tellement normal. Nous allons en revenir en détail tout à l'heure avec plus d'éléments, puisque hier, la question a été évoquée à la conférence de presse de l'ANC. Massari Carmel, vous avez également parlé d'un certain nombre de problèmes dans la mairie de Tokpli. Là, vous dénoncez un certain nombre vous portez des critiques sur cette élection. Non, c'était peut-être une malchance, mais j'étais là-bas, j'étais à Tokpli le jour de l'élection du maire, parce que j'ai un ami qui a été élu maire d'ailleurs et qui était candidat, et donc j'étais allé le soutenir. Et alors que le parti au pouvoir avait la majorité, avait pas la majorité, mais avait le plus grand nombre de députés. Il fallait 15 et le EPT uni à travers Dounéon avait 7. Le MPDD de Agouemé Kodjo en avait 3. La C14 avait 2. Et puis le K avait 2. Donc en tout pour tout. Et puis l'ANC avait 1, c'est ça. Donc en tout pour tout, il y avait 8 qui étaient plus ou moins de l'opposition. Et puis il y avait 7 qui étaient du pouvoir. Et le jour des élections, alors que le maire a été élu, par les 8 voix qui lui étaient favorables, et que le premier adjoint a été élu, alors qu'au début du vote, le maire était le plus jeune, donc il faisait partie du présidium. On lui a demandé de démissionner pour pouvoir être candidat. Et en ce moment, la question a été posée de savoir si est-ce que la personne la plus âgée, au moment venu aussi, pouvait démissionner pour être candidat. Et le préfet avait dit oui. Sauf que quand le moment est arrivé pour l'élection du deuxième adjoint au maire, alors que quelques minutes plus tôt, le MPDD a arraché la mairie contre les pleurs de Jackie, qui était candidat du parti au pouvoir. Jackie s'est levé en disant aux représentants du ministre de la décentralisation, j'ai trouvé ça à la fois horrible et méprisant pour la République, parce que moi je suis fondamentalement et foncièrement républicain et très attaché aux institutions. Elle s'est levée en lui disant on y va. Et le représentant du ministre de la décentralisation s'est levé, il a suivi, et puis il a fait un signe au préfet aussi qui s'est levé. Vous étiez? J'étais témoin oculaire, j'étais dans la salle devant la salle avec Dissé, puisque c'était les électeurs qui étaient dans la salle. C'est une petite salle, ça fait à peine votre studio ici. Et donc, je ne vois pas comment un individu, fût-elle ce qu'elle est, puisse avoir autant d'ascendance sur les représentants de la République. Et pour moi, ça m'a choqué. Donc ils sont partis et on a dû annuler les élections après, parce que les autres ont voulu continuer sans eux. Sauf que le représentant du préfet était parti, donc on n'aura pas de procès verbal. Le secrétaire général de la préfecture, qui était très correct, était embarrassé, il appelle et puis il part. Et finalement, on a reporté les élections. Et autre chose qui m'a surpris quand je suis venu sur les lieux, c'est que j'ai compté une quarantaine de policiers en jaquette, les robots Tesla. Une quarantaine pour une élection presque minable d'un petit village perdu au bord du Mono, et plein de policiers. En tout et pour tout, au MPDD a identifié entre 60 et 80 policiers sur place. Heureusement, après, c'est vrai, Agouemé Kodjo étant président de la commission défense et sécurité, il a appelé le Premier ministre pour dire si ça continue, je vais les renvoyer en tant que président de cette commission et ça va bader. Et le lendemain, la dispositif était très assouplie. Et donc, tout le monde remonte à Lomé, naturellement, et on rappelle pour dire non, les élections étaient annulées, et on le refait. Et on refait les élections le lendemain, les résultats étaient les mêmes, c'était évident. Mais ce qui est choquant, c'est cette facilité à malmener la République. Et je crois que cela est aussi symptomatique de la situation délétère et
désagrégation dans laquelle se trouve toute la République. Et c'est inquiétant pour moi et pour nous tous. Certains observateurs pensent que vous avez traité ce sujet, puisque vous en avez fait un article, vous l'avez traité avec des critiques sévères parce que vous êtes proche du MPDD, que vous seriez à la sorte de ce parti politique. Oui, moi-même j'ai lu dans un article qui a répondu du toc au toc que je serais fait venir par le MPDD. Votre billet d'avion, tout le défraiement que vous avez aujourd'hui pour rester au Togo est assuré par Agbemé Kodjo. Oui, ça m'a impressionné de l'avoir entendu parce que mon billet c'est très facile à vérifier. Il date d'un an. C'est un billet que j'ai réactivé en payant des frais chez Air France ici. Et puis après, je pense que celui-là, c'est un journaliste du superficiel, hein, Togo Actualité ou un truc comme ça, un machin. Il devait s'informer un peu, quoi. C'est que j'ai au moins une maison, sinon plus, quoi, à Lomé. Et franchement, je ne vois pas ce que j'ai fait dans un hôtel logé pas à Agbemé Kodjo. Depuis que je suis là, je ne passe pas de nuit à l'hôtel. Je n'ai pas passé une seule nuit à l'hôtel. Même quand je suis à Topri, je loge chez Agbemé Kodjo, qui est un ami. Hein, je ne l'ai jamais caché, qui est un ami, comme j'en ai dans tous les temps. Hein, est-ce que cette relation ne pourrait pas influencer vos analyses politiques? Non, vous me connaissez un peu. Non, j'ai des amis dans le parti au pouvoir. Hein, j'ai eu quelques contacts avec François Nassimi, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un chef d'État, avec l'ANC Jean-Pierre Fabre. Cela ne m'a pas poussé à prendre position pour unir non plus. Non, moi j'ai quelques amitiés. Je fais attention, c'est vrai que c'est délicat pour un journaliste, mais je les assume fondamentalement. Comme je ne les cache pas, ça peut rassurer mes lecteurs. Mais en même temps, c'est vrai aussi qu'on a tous des sentiments. Moi j'ai toujours été au centre gauche, donc on a des sentiments. On peut être un peu hostile aux anarchistes de l'extrême gauche, et on peut être un peu hostile aux trop libéraux. Oui, ça peut arriver, parce qu'on a ces sentiments. Donc moi je les assume entièrement, et voilà. Après, ça dépend de comment on gère ces relations, ça dépend aussi de comment on prend ses positions. Mais dans cet article où on dit que j'aurais été sévère, non, c'est dû au choc que j'ai eu en ressentant ce mépris, en ressentant cette arrogance, et j'ai insisté sur cette arrogance à l'égard de notre République, et moi je viens dans un pays beaucoup plus digne. Eh bien, Germain Pouli, revenons à l'actualité sociopolitique portant sur la présidentielle de 2020. Ils sont tous d'accord sur l'alternance en 2020, mais restent divisés sur la stratégie à adopter, la candidature unique proposée par certains, rejetée par d'autres. L'ANC a été clair hier, non à la candidature unique, alors qu'il y a quelques jours, Jean-Pierre Fabre l'appelait à une union sérieuse de l'opposition. Oui, alors avant, je vais revenir quand même sur l'incident de Topli. Voilà, pour dire qu'on en a connu un peu aussi dans le Golfe 4 ici. Dans le Golfe 4, effectivement. L'ANC a fait la même chose pour faire annuler l'élection. Donc oui, vous comprenez qu'ils sont sortis, ils ont empêché l'élection. Parce que les derniers réglages n'étaient pas faits. Justement, c'est ce que je lui dis, il y a toujours un consensus. Donc quand, après le consensus ne tient pas, des gens ont tendance à bouleverser un peu les choses et à s'entendre et revenir après faire les choses convenablement sur la base d'un consensus. Donc pour moi, c'est un incident mineur, parce que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué. Vous savez, le maire de Dakar, qui est encore en prison, Ali Fassal, comment il se fait élire maire? Lui, il prend carrément les conseillers municipaux en otage, il les loge là la veille, il les prend dans un hôtel, dans un bus, il les amène, on les lit avant qu'il les libère. Donc, ça dit que les gens tiennent tellement à ce poste-là. On a vu un peu comment Jean-Pierre Fabre aussi tenait à son poste, qu'il a fait chambouler donc l'élection avant d'avoir les garanties pour revenir et occuper tranquillement le poste. Donc, c'est tout à fait normal. Fanti aussi depuis 15 ans, il n'est pas prêt. Fanti aussi depuis 15 ans, il n'est pas prêt. Non, je parle de la situation qui n'a rien d'extraordinaire. Même dans d'autres pays, c'est plus compliqué encore, les élections des maires. Alors, pour revenir à votre... à ce que vous êtes en train de dire, sur la question de la candidature. Oui, Max l'a dit. D'abord, on n'a pas besoin d'une candidature unique, parce que nous sommes déjà dans un scrutin à 2 tours, où il y a 2 chances. Donc au moment où le scrutin était à 1 tour, c'était vraiment le slogan, c'est ce qu'on croyait être la solution. Bon, maintenant, chacun peut aller voir ce qu'il représente. Et puis, ça va faciliter le jeu des alliances au 2e tour. Ça veut dire que si je suis important, le corps électoral que je traîne est important, ça me permet de dire à celui qui va au 2e tour, s'il y en a, évidemment, parce que même avec 2 tours, le président
sortant ou le candidat du parti au pouvoir, si ce n'est pas celui-là qui est sortant, peut aussi l'emporter au premier tour. Maintenant, s'il y a 2 tours, ça permet à chacun de dire, ben voilà, la quantité de voix que je peux apporter, et si je dois te l'apporter, ben, il faut me garantir quelques intérêts quand tu seras président, des portefeuilles au niveau du gouvernement, au niveau des préfectures et tout ça, donc au niveau des directions des sociétés, tout ça. Donc ça se négocie. Ce qui, à mon avis, est normal. Et les Congolais ont tenté aussi de faire la candidature unique, je parle de la RDC, mais après, même la réunion qui a eu lieu en Occident, ben, ça n'a pas tenu. Donc il a fallu qu'un candidat se démarque et il vient, et finalement c'est lui qui a pu avoir la meilleure stratégie pour remporter cette élection. Maintenant, ce que je peux dire en ce qui concerne le Togo, déjà, la candidature unique est déjà foutue. Il y a déjà Djeri Tama qui a annoncé sa candidature. Et après, il y a Podar qui a annoncé sa candidature. Il y a un autre de la diaspora. Il y en a, bon, ça, c'est celles qui sont officielles. Et Jean-Pierre Fabre ou l'ANC, peut-être que ça ne sera pas Jean-Pierre Fabre, même si c'était lui, c'est impossible que l'ANC n'ait pas de candidat. Et il y a d'autres partis aussi importants, parce que quand on crée un parti, il faut le rappeler encore une fois, l'objectif c'est de conquérir le pouvoir. Et Fabre n'explique pas sa candidature en 2020. Voilà, ce n'est que par les urnes. Donc en réalité, de plus de 110 partis politiques que nous avons, on pouvait, comme au Bénin, avoir 33 candidats à la dernière fois aux élections. Même si je trouve que c'est un peu exagéré. Même si au Togo on arrive à 10 candidats, d'habitude on est entre 3, 7, 8, tout au plus. Même si on dépasse 10, 15, c'est pas grave, c'est normal. Mais je pense qu'il y a une stratégie. À force de dire aux militants, unissez-vous, unissez-vous, ils disent, leurs militants veulent qu'ils s'unissent. Donc ceux qui ne s'unissent pas démobilisent leurs militants. Parce que les militants ne comprennent pas que d'abord le mode de scrutin a changé et qu'on peut aller en espérant après faire le jeu des alliances. Fabre est bien obligé de le dire parce que les gens ont déjà déclaré leur candidature. Donc même ça ne sert plus à rien d'aller vers ces gens-là. Et moi j'étais à la cérémonie de déclaration de candidature de M. Podar qui disait qu'il était ouvert à toute initiative qui va dans le sens de l'unité d'action. Et moi, j'étais choqué parce que quelqu'un qui déclare sa candidature et qui dit qu'il reste... Il peut l'envoyer après. Et je lui ai posé la question justement, est-ce qu'il est prêt à retirer sa candidature? Il dit non. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand Fabre entend une réponse comme ça, je lui ai posé la question. Moi, c'était ma préoccupation, puisque le même qui dit qu'il est prêt à l'unité, est-ce qu'il peut retirer si demain, il dit non? Donc Fabre sait déjà que c'est raté déjà, cette histoire de candidature unique. Donc maintenant, les gens iront, beaucoup feront dans la figuration, parce que les gens, comme au Bénin, ont envie de faire figurer sur leur CV qu'ils ont été candidats à une présidentielle. Et donc, plusieurs plaisantins sans réelle base électorale iront à cette élection-là. Et puis, bon, on verra. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, nous sommes en face d'une opposition démolie. Démolie, vous dites? Totalement démolie par le parti au pouvoir? Elle s'est démolie depuis le 19 août et le boycott des législatives. Et donc, les résultats qui se succèdent, on avait dit non, les législatives c'est différent, ils vont venir rafler les locales. Le local aussi, ils sont matés. C'est dans ces conditions-là, on n'est pas à 1 an, on est à quelques mois. Massali Carmel, l'opposition est-elle démolie? Est-ce que l'opposition a péché de ne pas aller aux législatives derrière? Moi, je reproche à l'opposition d'avoir pas été aux législatives. C'est inadmissible dans les conditions. Vous leur reprochez? J'ai vu Jean-Pierre Fabre bien avant, je lui ai dit c'est pas possible de ne pas aller aux législatives parce que c'est inadmissible. Vous aviez eu, pour la première fois dans l'histoire du Togo, et je pense que là, il y a eu des concessions de la part de l'UNI. Ils ont eu à pas d'égalité, 8-8. La parité au niveau de la CENI. Et il n'y avait qu'un seul représentant de l'administration qui devait faire la différence. Le minimum, à mon avis, était d'aller à ces législatives ou de ne plus aller à aucune autre élection intermédiaire avant la présidentielle. C'est ça qui est l'enjeu. Mais revenons à la présidentielle. Moi, je voulais dire, d'abord, il disait tout à l'heure, Germain, que l'opposition est démolie en donnant la date du 19 août. Non, c'est la date de la plus grande dynamique de l'opposition. Il y a antinomie à donner une telle date et à faire ça. La montagne semble accoucher d'une souris. Voilà le résultat du 19 août aujourd'hui, c'est quoi? Après, ça dépend de quelle a été la stratégie qui a été utilisée en face. Mais
l'opposition togolaise démolie, non, elle n'est pas démolie du tout. Et en même temps, le problème de la présidentielle pour 2020, ce n'est pas seulement la candidature unique. Une candidature unique, c'est très bien. Même, mais quand on n'y arrive pas, puisque la Constitution permet maintenant qu'il y ait 2 tours, il y a une élection à 2 tours, a priori, c'est de se battre pour que l'élection soit transparente. Puisque le problème fondamental sur lequel tout achoppe depuis Mathusalem, c'est que les élections ne sont jamais transparentes. Donc actuellement, dans le fichier, on a utilisé le fichier électoral qui a été mis en place pour les législatives sans l'opposition. Ça a été mis en place par une CENI et entièrement acquise au pouvoir et à ses partis cousins. Et donc, dans une situation comme ça, il est difficile de ne pas douter. Vous parlez de non-transparence dans les élections au Togo, mais depuis quelques années, depuis plusieurs scrutins, on parle de rares irrégularités au Togo. J'ai jamais entendu le terme rares irrégularités. Le mot rare, je ne l'ai jamais entendu. Peut-être mais quand vous analysez un peu les rapports... Non, moi je pense, j'ai eu la chance d'être toujours présent pour les élections que le Togo a connues depuis l'arrivée du Front National. Je suis témoin. Non, il y a des irrégularités. Parfois il y en a abondamment, parfois il y en a massivement. Lors des législatives, qui n'ont jamais amené à annuler les élections. Oui, mais ça dépend. Quand la Sénat, ou la CENI plutôt, pour le cas du Togo, est quasiment, pour ce qui était des législatives et des locales, est quasiment acquise à la majorité au pouvoir, il est évident qu'elle n'annule pas, puisque c'est elle qui doit prendre l'initiative de l'annuler ou le soumettre à la Cour constitutionnelle éventuellement. Si elle ne fait pas la démarche d'annuler des résultats, il n'y aura pas de résultats annulés. Mais il y a une sorte de rassemblement, d'assemblage des irrégularités sur les législatives qui est disponible auprès de plusieurs partis politiques qui n'y ont pris part. Et donc, les élections, non, elles ne sont pas encore transparentes, elles sont même très, très loin de l'être. Un autre problème, c'est quoi? C'est que la grande fraude, ce n'est pas le jour du scrutin. Ça, c'est dans les dictatures Afrique centrale, Tchad, Congo. Au Togo, on a numérisé la fraude. Les inégalités sont en amont. Il y a l'étape d'abord d'enrôlement. Au niveau de l'étape d'enrôlement, vous avez constaté la dernière fois, plusieurs journaux l'ont dénoncé, c'est que dans certaines zones, les machines marchent normalement, et puis après on les amène dans d'autres préfectures, à cause du, je ne sais pas si c'est le dérèglement climatique, je ne sais pas ce qui a changé, et en temps les machines sont bloquées et fonctionnent à compte-gouttes. C'est déjà une forme de fraude. Après, quand on n'arrive pas à saigner, on a vu des mineurs qui ont été enrobé, la CENI n'a pas contesté cela. Après, l'assainissement n'a pas été fait sous le contrôle de l'OIF qui a une expertise incontestable dans ce sens. Et l'OIF a tenté plusieurs fois de demander d'intervenir. Le gouvernement togolais n'a jamais voulu. Et donc moi, je ne vois pas si le gouvernement est de bonne foi et qu'il n'a rien à se reprocher sur la transparence. Pourquoi ne pas ouvrir le fichier pour que quiconque veut contrôler le fichier, le contrôle pour qu'on ait un fichier qui soit fiable. Donc c'est d'abord ça. Et la deuxième chose, c'est que le jour du scrutin, permettre aux gens de voter assez rapidement. Et puis, la fraude qui consiste à voler les urnes, ça fait 15 ans, ça ne reviendra plus, probablement plus. La fraude qui consiste à bourrer les urnes le jour des élections, c'est minime. Donc, c'est la fraude en amont et c'est ça qu'il faut combattre. Tant qu'on ne va pas combattre ou réduire sensiblement la fraude, l'opposition peut aller à une élection à 5 tours, elle ne s'en sortira jamais. C'est pas possible. J'aimerais Pouli, l'opposition a toujours crié après chaque élection qu'il y a eu fraude. Hier, d'ailleurs, Jean-Pierre Fall est revenu sur les élections locales en disant que le parti au pouvoir a fraudé, l'a empêché d'avoir assez de conseillers municipaux, estimant qu'il y a de fraude. Non, je crois que j'ai écouté Max, ça fait longtemps qu'il a quitté le Togo, il vient sporadiquement, donc il dit beaucoup de choses qui ne correspondent pas à la réalité. Ah bon? Je pense que le problème du Togo, c'est pas les fraudes, c'est la popularité. C'est-à-dire nous avons une opposition basée dans la capitale qui concentre la plupart de ses activités sur les manifestations politiques. On ne va pas conquérir l'électorat, mais on marche pour empêcher le pouvoir de diriger. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on veut être populaire, on veut empêcher la bonne marche du pays, fatiguer les populations pour vomir ce pouvoir. C'est la stratégie de l'opposition. Alors, ça s'est retourné contre elle. Il faut aller... Moi, j'étais dans un village il y a quelques mois. Je n'imagine pas, puis à la frontière entre le Togo et le Ghana vers Bassa. J'ai eu du mal d'avoir à y être, parce que je suis allé parce qu'on ouvrait une centrale, on inaugurait une centrale photovoltaïque là-bas. Je n'imagine aucun opposant aller jusque-là pour parler. Est-ce qu'il y a ces opposants? Oui, mais il faut avoir les moyens pour faire la politique. Parce que l'aide que l'État apporte aux partis politiques, c'est généralement à la veille des élections, pour leur permettre de battre une campagne équitable. Mais il faut avoir des moyens, parce que vous voulez toucher les gens, il vous faut du carburant pour aller au village. Il vous faut des équipes pour aller. Les gens n'en ont pas. Et Max parlait des candidats qu'on allait prendre des transitaires pour les aligner comme candidats de l'opposition. L'opposition n'a pas de personnel.
Ils n'ont pas de militants, ils ont eu des non-problèmes pour désigner déjà les candidats. Ce sont des partis qui n'ont pas de ressources, qui ne sont pas populaires, qui sont implantés à Lomé et dans les régions d'origine des leaders, les villages d'origine des leaders. C'est ça notre opposition. Ce n'est pas une question de fraude. Maintenant, revenons à la fraude. Maintenant, il a parlé de la CENI qui est au maire du Nil. Les locales ont été organisées avec une CENI dans laquelle il y a un représentant de la C14. Je pense que ça, vous ne le savez pas. Je le sais. Mais pourquoi vous dites ça? Il est la minorité. Mais voilà. Non, mais il n'a qu'à dénoncer alors la fraude qu'il a constatée, puisqu'il y est. Et c'est pour ça qu'on voudrait même aller à une CENI technique. Parce que les gens se disent, les fraudes se font à la CENI, nous voulons y être. Ils sont là. Est-ce quelle fraude ils ont relevé à la C14? Maintenant, il n'y en a pas. Maintenant, ce qui a été intéressant pour moi, pour ce local, c'est l'annulation du vote dans certaines communes par la Cour suprême. Et ça montre que la démocratie est vraiment en train de s'enraciner. Parce que les candidats, d'habitude, n'envoient pas de recours devant la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne la présidentielle, ils se disent non, c'est une cour qui est au bord du pouvoir, on ne va pas faire. On dit souvent, on m'a volé. Mais ils n'amènent pas de preuves des fraudes pour que le juge constate. Mais ça a été fait lors de ce local-là. Pour moi, c'est un exercice important. Si demain l'opposition estime réellement détenir des preuves de fraude, parce qu'il le disait, mais puis contraire, tout ce qu'il a dit sur l'OIF est faux. Le fichier électoral en 2015 a été audité par l'OIF. J'arrive. Et l'OIF a fait un constat alarmant, et là qui est en train d'être réglé avec les opérations foraines d'établissement des cartes d'identité de nationalité. C'est parce que 70% du fichier électoral, les gens le sont inscrits, c'est pas propre au Togo, au Bénin, c'est pareil, au Burkina, c'est pareil, dans les pays d'Afrique, sur la base des témoignages, parce que les gens n'ont pas de papier. Donc les gens, quand ils font des enfants, ils ne font pas les naissances. Il faut la naissance pour faire la nationalité, il faut la nationalité pour faire sa carte et s'inscrire avec la carte. Donc, si on doit tenir que ceux qui ont les cartes d'identité, on n'aura que, disons, 30% ou 25% des Togolais, 30% des Togolais qui vont aller aux urnes. Donc, le fichier, il est fait sur la base des témoignages. Et à ce niveau, on ne sait pas qui est du pouvoir, qui est de l'opposition. Il y a des responsables dans les quartiers qui disent, bon, tel est effectivement de chez nous, il est là, ça, on témoigne, et les gens, bon, maintenant, il y a la période des affichages, il a parlé des mineurs et de tous, mais ça dit que ça, c'est ce qu'il a lu, peut-être quand il était en France. J'étais là, on a écouté le président de la CENI, sur le terrain, il a dit que ça va être comme ça. Oui, mais j'étais aussi à la rencontre de la CENI, parce que ça, c'est la première étape de l'enrôlement. Après, on supprime les doublons d'abord, et après, on fait les affichages pour que les gens réclament. Quand on affiche, j'arrive, s'il te plaît, c'est la loi qui l'a prévu, mon frère. Ce qui se fait, c'est la loi qui l'a prévu. Ça veut dire que si vous êtes d'un parti, vous allez voir des électeurs, celui-là, c'est pas un Togolais, celui-là, c'est pas, il n'a pas l'âge de voter. On peut dénoncer. Donc, tout ça a été fait. Et puis, pour couper court, c'est pour dire qu'il y a quand même un représentant de la C14. L'ANC a refusé d'y être. Mais il y a eu un représentant de la C14 au sein de cette CENI. Donc ça veut dire que vous dites que la C14 a fraudé les élections. Non, un seul représentant. Mais oui, mais est-ce qu'elle fait partie de ceux qui ont... Voilà, non. Je crois que le vrai problème de l'opposition aujourd'hui, il faut aller sur le terrain, il faut être populaire. Après, dans la rue, c'est devenu un business, c'est des marcheurs professionnels, c'est les mêmes personnes qui marchent. D'ailleurs, ils sont fatigués, ils sortent plus. Il faut aller convaincre les gens, il faut aller vendre les idées. Aller dire 50 ans de Gnassingbé et rien n'est fait au Togo, la misère, ce n'est pas ça. Allez dire aux gens le débat continue toujours sur la candidature de Faure Gnassingbé. Vous parlez de 50 ans de Gnassingbé. Un quatrième mandat de Faure Gnassingbé, Monseigneur Poduro s'oppose à ce quatrième mandat plutôt. D'autres observateurs également appellent Faure Gnassingbé à renoncer à une quatrième candidature, pour ne pas parler de mandat. Et vous, dans un article plus tôt, vous écrivez qu'il devrait y avoir une rencontre entre Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron, le président français. Et le président togolais, vous dites, au pouvoir depuis 15 ans, est le seul chef d'État ouest-africain à ne pas être reçu par Macron, bien que le président français et son homologue se soient retrouvés sur un même forum consacré à l'environnement. L'Élysée ne veut pas en faire un autre. Si Doucet, vous écrivez, a réussi à embobiner l'Allemagne, la Belgique et, dans la moindre mesure, les États-Unis, Londres et Paris traînent les pas, malgré les 4 visites de Franck Paris, Monsieur Afrique de Macron à Lomé.
Faure Gnassingbé a-t-il besoin de l'onction de la France pour être candidat en 2020? D'abord, la question que vous posez, je l'entends tout le temps dans son entourage. Oui. On me dit non, Faure Gnassingbé n'a pas besoin de l'onction de Paris pour être candidat. Et je suis d'accord, il n'a pas besoin de l'onction de Paris pour être candidat. Mais compte tenu des relations, d'abord, la France est le pays avec lequel nous avons des relations à la fois politiques, mais aussi économiques, commerciales les plus importantes en Europe. La France est un peu l'ex-puissance coloniale, hein, même si le Togo n'a pas été colonisé par la France véritablement. Et donc l'influence du précaré français existe toujours. Le fait de voir pour un président africain, de rencontrer un président français, c'est comme quelque chose une sorte de légitimité ou de légitimation, quoi qu'on dise. C'est important. Ah bon? Oui, c'est important. D'autant que, oui, c'est important. C'est un grand pays. Et quand je suis président du Lesotho et que je me dis non, le président sud-africain, je m'en fous que de le rencontrer, mais je dis n'importe quoi. C'est important dans les relations déjà simplement. Et ce qui est impressionnant dans la situation du Togo, c'est que Faure Gnassingbé est aujourd'hui le seul chef d'État francophone de la sous-région à ne pas avoir été reçu ni en visite de travail, ni en visite d'amitié, ni en visite d'État par Macron. Il fait 2 ans et demi, mais en 2 ans, Ouattara est allé 8 fois. Ouattara est allé 8 fois et Patrice est allé 1 fois, Burkina Faso 3 fois, et Mali 3 fois. Non, nous n'avons rien à chercher, on en a assez, c'est ça. Donc, moi-même personnellement, la plupart de l'entourage du chef d'État disent non, on n'a pas besoin de ça, nous on ne demandait de rien. Non, ce n'est pas vrai. Moi j'en ai parlé, j'ai évoqué le sujet personnellement avec le chef d'État, Faure Gnassingbé, il y a quelques années, et il m'a dit, presque mot à mot, moi je n'ai aucun problème avec l'Élysée. Souvent, c'est le Quai d'Orsay qui bloque les choses. Il me l'a confié, je l'ai écrit dans l'article, il me l'a confié il y a quelques années. C'est pour dire qu'il y a une envie de se légitimer. Ce n'est pas une légitimation officielle ou institutionnelle, mais on a envie quand même de rencontrer le président français. La France, c'est un immense pays, c'est la 5e puissance mondiale. C'est le seul pays d'Europe qui a d'ambassade dans la totalité des pays africains. C'est un pays qui est très très présent et qui est d'ailleurs au Conseil de sécurité de l'ONU permanent, et être en corrélation diplomatique avec la France est fondamentalement important. Pourquoi on a couru, on a tout fait pour aller voir et d'autres présidents et non pas le président français? Et je vais finir en disant que si le Togo ne voulait pas, si Faure n'était demandé de rien, si la présidente n'était demandé de rien, quand par hasard, et vraiment par hasard, Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron se sont croisés à New York sur le One Planet Summit, mais le service de communication de la présidence en a fait une matomanie. Donc, vous pensez qu'ils le font juste parce que pour une rencontre par hasard, ils n'ont pas envie d'une vraie rencontre pour pouvoir s'enjailler pendant quelques semaines. On dit n'importe quoi. Là, soyons quand même honnêtes un tout petit peu. Germain Pouli, Emmanuel Macron réagissant sur la situation sociopolitique du Togo après le 19 août 2017, il a demandé que les réformes soient faites. Il a demandé également qu'on puisse aller aux élections et que les élections soient transparentes. Aujourd'hui, les réformes sont faites. Est-ce que Macron pourrait s'opposer à un 4e mandat de Faure Gnassingbé? Non, déjà Macron a été clair. Macron a été très clair d'abord en Allemagne, plus tard au Canada. Il y a des Togolais de la diaspora qui l'ont interpellé de dire à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Il a dit que ça, c'est au peuple des Togolais d'en décider. C'est-à-dire d'aller aux élections. À travers une élection. Et il avait dit depuis, avec quand Alpha Condé avait reçu Tipi Achada, Madiamabo et Jean-Pierre Favre à Paris, il leur a donné les consignes d'aller aux élections. Ça, pour un démocrate, c'est ça. Il dit que Macron fait 2 ans. Mais les 2 ans de Macron, il les a passés à gérer les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, c'est plus que la C14 ici. Ce qui s'est passé en France, en termes de manifestations, de dégâts, de violence, c'est rien. C'est même pas le millième. C'est rien comparé à ce qui s'est passé au Togo. Donc, les gilets jaunes disent à Macron de quitter le pouvoir. Mais ce n'est pas les gilets jaunes qui ont mis Macron au pouvoir pour le déloger. Ils se fonçaient même vers l'Élysée. Mais lui, il est en France, il pourra peut-être mieux. Non, je pense que quand on est démocrate, déjà c'est la position de Macron, c'est le peuple qui décide. Alors je suis d'accord, il faut veiller aux conditions de transparence. Et le Togo, heureusement, est un bon exemple dans la sous-région, finance ses élections, mais laisse la communauté internationale venir l'accompagner. Le PNUD accompagne régulièrement. Le PNUD, c'est l'ONU. L'ONU, c'est au-dessus de tout, quoi. Donc, le PNUD accompagne régulièrement le Togo et l'Union européenne. Et donc, ce travail se fait. Maintenant, quand j'entends Max me dire que quand un président français vous reçoit, vous êtes légitimé. Non, je tombe des nues. Non, Max, j'arrive. Parce que moi, j'étais à Paris avec le chef de l'État quand il a été reçu par François Hollande.
Je n'ai pas vu un chef de l'État particulièrement heureux parce qu'il a vu François Hollande. Moi, j'étais de la délégation. J'étais de la délégation en France. Je n'ai pas vu Faure Gnassingbé excité ou heureux parce qu'il a rencontré François Hollande, qui est un président français. Et Faure Gnassingbé, quand le 19 août a commencé à dire clairement, il n'était pas demandeur. Parce que le journaliste de Jeune Afrique lui a demandé, c'est à quand la rencontre avec Macron? Il a dit, pour l'instant, il n'est pas demandeur. Il a cité le président qui vont. Quand Ouattara va en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on veut libérer Gbagbo. Il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. J'arrive, s'il te plaît, laisse tomber. On sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire et la CPI. Quand le Malien y va, c'est parce que c'est la France qui sécurise le Mali. Donc, maintenant... Quand le Béninois y va. J'arrive. Quand le Burkinabé va. Quand le Nigérien y va. Quand le Béninois y va, c'est parce que j'arrive. Quand le Béninois veut éliminer une bonne partie de sa classe politique, et qui a besoin du soutien de la France, parce que justement les législatives qui ont été organisées au Bénin ont été dénoncées à demi-mot par la France et l'Union européenne. Ils ont dit quoi? Qu'elle n'était pas simplement inclusive. Mais ils ont validé cette élection. Si c'était dans un autre pays, ces pays allaient dire non. Valider non, parce que c'est vous considérez qui valide ça. Mais si, oui, vous qui dites que c'est l'Occident qui valide, qui donne la légitimité. Mais c'est enfin, non, s'il vous plaît, mais la légitimité vient, s'il vous plaît, la légitimité vient des élections. Donc, selon vous, c'est l'Occident qui valide nos élections. C'est pour ça que je vous fais ce rapport sur l'élection au Bénin, les dernières législatives. Ces puissances-là, Macron est allé négocier leur silence, si vous voulez. Faure Gnassingbé, pour le moment, a besoin des Français dans le domaine économique, et ça se fait. Il a besoin des Français dans le domaine sécuritaire, et ça se fait. Et donc, pour vous, le quatrième mandat de Faure Gnassingbé ne posera aucun problème à la France? Non, si les textes du Togo, est-ce que c'est les Français qui votent les textes? Ça veut dire que le travail que l'Assemblée nationale a eu à faire, c'est la France qui devait venir le faire. L'Assemblée nationale a limité les mandats, ce n'est pas la France qui a limité les mandats. Demain, si UNIR désigne Faure Gnassingbé, mais ce n'est pas un Français ou un Japonais qui viendra dire à UNIR, mais ne désignez pas cet homme comme... Non, je crois que... Rapidement, entre les débats, oui, il faut que nous, Africains, on commence par se respecter. Et quand vous dites que quand un président Macron est un président français, ben, quand vous dites, et vous avez bien fait de dire dans votre article, parce que vous montrez des pays même plus importants que la France qui sont bien avec le Togo. Et l'Allemand, il vient de signer hier une grande convention pour soutenir la décentralisation. Ben, il dit qu'on fait les yeux. Non, c'est des gens qui donnent une prime au Togo parce que la démocratisation est vraiment avancée. Les Allemands sont d'ailleurs les plus rigoureux en matière. Et maintenant, parlons de quatrième mandat. Si on cite l'Allemagne, ça va être grave. Massali Kamel, oui. Pour finir, par rapport au quatrième mandat, la France n'a pas les moyens d'empêcher, bien évidemment, Faure Gnassingbé d'être candidat. Mais quand on a suivi un extrait de discours de Macron récemment à la rentrée diplomatique où il évoquait le cas du Togo, c'était devant les ambassadeurs. Oui, c'est d'ailleurs le seul pays africain qu'il évoque en comparaison du Congo, en disant nous avons fait une stratégie au Congo qui a marché, nous n'écartons pas de faire la même stratégie sur le Togo, et c'est le seul pays qu'il a cité. Moi je crois que si notre pays était aussi heureux, aussi tranquille que j'aimais le voir, moi j'y suis depuis quelques jours. Là vous m'amenez à vous poser la question de savoir si la France voudrait négocier ou amener l'opposition à négocier l'alternance avec le parti. À l'étape actuelle, si une issue quelconque s'ouvre pour que Faure ne soit pas là au-delà de 2020, la France la soutiendra probablement, ça se voit dans les réactions de Macron. Et Faure Gnassingbé sait très bien qu'il y a un malaise. D'ailleurs, je vais rappeler qu'en RDC, d'abord la France n'était pas pour le schéma qui s'est passé. Vous vous trompez. Non, j'arrive. Max. Nous sommes africains. S'il vous plaît, nous sommes africains et la position de la France en RDC, c'était pas ce que vous dites. La RDC était contre l'élection de Tshisekedi. Elle a tout fait pour la faire annuler. Elle a même saisi les Nations Unies. Donc ne me dites pas que la France a fait quelque chose. Merci. Les Congolais ont fait ce qu'ils voulaient faire en RDC. Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci également à Massali Kamel. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la 97.1. Merci à Rapide Développement, l'assistant technique. Au micro, Eli Klim Doka Doka. Nous, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous.